Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue pour ce 46e épisode de Relationnellement Vôtre. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Marianne Milia de Malouazine, une consoeur psychologue, que va se dérouler cet épisode. Bonjour Marianne. Bonjour Kelly, merci de me donner l'opportunité de participer à ce podcast. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Nous allons donc aborder ensemble une thématique en lien avec le 9e numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, à savoir la relation entretenue avec les parents une fois devenus adultes. La dynamique de cette relation est teintée par bien des éléments propres à chaque parent, à chaque enfant, à la construction du lien entre eux et à la qualité de leurs interactions. Cette relation parent-enfant est le lieu de bien des évolutions au rythme de la croissance et du développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, notamment dans le positionnement et tout ce que ça implique pour réussir à prendre position pour soi et s'affirmer face à ses parents. D'ailleurs, Marianne, parlons justement de l'affirmation de soi. Peux-tu nous expliquer comment elle se développe de l'enfance à l'âge adulte ? Alors avant d'expliquer comment elle se développe, je pense qu'il est important de définir ce que c'est. Tout à fait. Donc l'affirmation de soi, elle consiste en la capacité d'exprimer ses émotions, ses pensées et ses opinions, de même que de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée. Donc c'est quelque chose évidemment qui se fait tout au long du développement de l'enfant. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas si facile à faire que ça, parce que s'exprimer sans être agressif et ne pas tomber dans un comportement passif est quelque chose en fait que tout au long de la vie, on y est confronté. Alors l'affirmation de soi, pour ceux qui ne le savent pas, elle fait partie en fait d'un pilier, le pilier de l'estime de soi. Tout à fait. On estime que pour constituer cette estime de soi, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir l'amour de soi et l'affirmation de soi. Alors, j'aime bien le synonyme de l'affirmation de soi qui est faire preuve d'assertivité. C'est donc justement faire valoir ses droits, mais d'une façon posée, sans tomber dans un mode syndicaliste, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Et c'est pas si facile que ça. C'est clair. L'affirmation de soi, en fait, elle peut être influencée par les personnes importantes de l'entourage de l'enfant, forcément, donc au sein du cercle familial. Oui. Mais aussi, on n'y pense pas si souvent que ça, mais on le sait, le milieu scolaire a un fort impact sur le développement de l'enfant, aussi bien son développement affectif que son futur développement professionnel. C'est vrai. Combien de fois j'ai pu rencontrer des personnes qui ont dit « Ah, mais tel prof m'a dit que j'étais nulle, tel prof m'a dit ceci et cela ». Donc, ce sont des choses qui peuvent marquer d'une façon positive ou négative. Des parents surprotecteurs aussi peuvent influencer dans le sens où ils vont dire « Ne fais pas ça, tu vas tomber », mais tu n'y arriveras pas, des choses comme ça. Donc, ça va brider aussi la façon d'être de l'enfant et on va avoir quelqu'un qui va être timoré, qui va pas forcément se sentir en confiance justement pour exprimer ses besoins, par exemple. Et puis, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'échec scolaire, on peut avoir des adultes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance et qui vont étiqueter l'enfant avec certains qualificatifs qui peuvent entraver le bon développement de sa scolarité. Alors, heureusement, on peut être amené à croiser des profs, entre guillemets, mentors qui vont pouvoir un peu casser cette image que l'enfant, l'adolescent peut avoir de lui. Mais c'est pas forcément évident. Puis des fois, ça met du temps. Et des fois, c'est au moment de l'âge adulte que des personnes peuvent entreprendre une reconversion professionnelle ou peuvent se remettre en question et faire des choses qui les épanouissent professionnellement. Donc, comme je vous l'ai dit, l'affirmation de soi, elle se développe tout au long de la vie, en fait. Donc rien n'est perdu si dans l'enfance on n'a pas forcément des figures parentales positives. Rien n'est perdu. Tout au long de la vie, on peut rencontrer des personnes qui peuvent nous aider à cheminer pour pouvoir s'affirmer d'une façon paisible et sereine. Merci Marianne pour tes explications. D'ailleurs, dans cette phase de développement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il y a plusieurs étapes clés, on va dire, du développement, telles que le terrible two entre guillemets, c'est typiquement la phase d'opposition de l'enfant dans sa construction, dans son développement, cette phase du non, cette phase de l'affirmation de soi. Et puis il y a aussi cette phase qu'on retrouve à l'adolescence, où il y a un peu plus d'opposition avec les parents, de démarcation de sa pensée. Que penses-tu justement de ces étapes de développement dans l'affirmation de soi ? Alors, je pense que ces étapes, elles sont universelles, hein. Dans toutes les cultures, on a des phases où les relations justement parents-enfants passent par ce type d'opposition. Mais je dirais qu'en tant
En tant que parent, il ne faut pas les fuir. Mmh. De toute façon, on y passe, hein, il faut les affronter. Exactement. Et surtout, je dirais, il ne faut pas faire preuve de complaisance. C'est vrai qu'on est dans la mode de l'éducation positive, de la communication non violente, Mmh. dans quelque chose des fois qui, alors bien sûr, il y a du positif là-dedans, je vais pas faire un hors-sujet, mais on est dans une relation qui est asymétrique. Il y a le parent et il y a l'enfant. Donc on n'est pas égaux dans le sens où le parent est une figure d'autorité et il doit l'assumer. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la négociation permanente. Je pense qu'il y a des choses, selon les règles de vie de la famille, qui sont non négociables. Mmh. Et puis d'autres petites choses où on peut se permettre, entre guillemets, de parlementer, mais pas trop. Un enfant qui a 2 ans va pas parlementer 50 ans pour est-ce que tu mets tes chaussures ou pas. Enfin, il faut savoir, je dirais qu'il faut savoir choisir ses batailles. Mais il faut aussi s'écouter, se faire confiance et ne pas justement penser que tous les enfants se ressemblent et parce que moi, ce modèle-là d'éducation, ça doit se passer comme ça, moi je n'y arrive pas, donc forcément, il y a quelque chose que je fais pas bien, ou alors mon enfant n'est pas comme les autres. Oui, votre enfant est singulier, vous êtes singulière. À vous aussi de faire les choses instinctivement. Ce qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre, en fait. Effectivement. Et ça, c'est pour tout. Et pareil pour l'adolescence, on est quand même dans un siècle où l'individualisme est glorifié. Donc, je dirais que l'adolescent, justement, avec cette génération qui n'est pas beaucoup sortie à cause du Covid, qui est plutôt repliée sur elle-même, bah là, c'est l'occasion, justement, avec cette phase d'égocentrisme qu'est l'adolescence, de pouvoir, justement, quand il y a ces oppositions, c'est cette façon de faire, d'ouvrir les horizons de l'adolescent en disant, ben voilà, t'es pas tout seul, on n'est pas une île, de faire preuve de solidarité, de lui faire comprendre que, bah voilà, la famille, c'est un cercle, tout ce qu'on fait a une conséquence positive ou négative dans le cercle, dans le système. On est dans un système de toute façon, Oui, qu'il soit familial ou extérieur. Et le fait de s'opposer, voilà, on s'oppose pourquoi? Comme j'aime à dire aussi, c'est pas de moi, mais je pense que tu l'as entendu aussi, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, qu'est-ce qu'il exige cet adolescent? Il faut voir ce qu'il exige. Pareil, il faut choisir ses batailles, tout n'est pas négociable. De le faire face à ses responsabilités aussi. Il veut qu'on le considère comme un adulte. Bon, bah, on attend aussi des choses plus matures de son côté. bien sûr. Mais on ne peut pas échapper à cette opposition-là. Et c'est formateur. C'est formateur. Ça fait partie de la construction d'une personnalité. Exactement. Parce un enfant à qui on aura tout passé, il va faire comment quand il aura ses premiers échecs scolaires ou ses premiers jobs? Il va pas tenir. Quand on va lui dire, ben, passe un balai, va ranger, c'est mal fait, c'est pas possible. Ça donne des adultes déséquilibrés, des adultes frustrés, des adultes qui sauront pas s'insérer dans une société, qui ne sauront pas justement interagir avec leur père. Parce que être en conflit et savoir le gérer, après là, je parle un peu avec le lexique de l'emploi, c'est-à-dire on appelle ça la résolution de conflits quand on est dans les RH, résolution de conflits, résolution de problèmes, Oui, leadership, etc. oui. Ils ne sauront pas en fait faire face à ça. Et Exactement. là, justement, on retombe dans les comportements négatifs de l'affirmation de soi. Soit on va avoir un comportement agressif, ou soit on va avoir un comportement passif. Ou passif-agressif. Tout à fait. Voilà. Effectivement, tu as utilisé un mot très important, c'est l'équilibre. L'affirmation de soi est nécessaire dans la construction de soi, comme tu as très justement souligné et cet équilibre permet d'acquérir les facultés, nécessaires pour, relationner de manière saine, et le déséquilibre du coup, ben, mène à un comportement, agressif. Donc soit l'agressivité est tournée vers soi, soit elle est tournée vers l'autre. Donc l'équilibre en soi est vraiment une précieuse clé. Merci Marianne. Il arrive parfois que la culture familiale, l'éducation reçue, soit telle que la voix de l'enfant ou de l'adolescent n'est pas écoutée. Comment faire entendre cette voix une fois adulte? Alors, question difficile, ma chère Kelly. C'est pas facile. C'est pas facile C'est parce vrai. que, bah, dans beaucoup de cultures, je pense que c'est universel. Il y a le respect de l'aîné, il y a le respect de l'ancien. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ah oui, laquelle? Oui, bah écoute, j'étais. Bon, faut savoir que le psychologue n'est pas mon premier métier. Avant, j'étais infirmière. D'accord. Et à un moment donné, j'ai voulu me lancer dans le libéral et j'avais une amie qui le faisait. Elle m'a dit, bah, si tu veux, accompagne-moi sur des tournées pour voir comment ça se passe. Donc super, elle habite dans la région nantaise. Mmh.
Et donc voilà, on est allé chez plusieurs patients et puis elle m'expliquait que, bah, il y avait une patiente, bon, d'un certain âge, qui était restée célibataire toute sa vie et cetera. Mais elle me disait: «Mais tu sais, dans le coin, bah, ça se fait que le dernier ou un enfant désigné ait le bâton, de vieillesse désigné de ses parents». OK. Voilà, c'est lui qui s'occupe de ses parents, et cetera. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi dans d'autres régions de France. Et ça, c'est quelque chose, bon, maintenant, on dirait en 2023, mais c'est pas normal, voilà. Mais ça se fait. On la connaît, cette expression, on est le bâton de vieillesse de ses parents. Et Oui. voilà, il y a des enfants qui ne font pas leur vie. On peut avoir des schémas comme ça de vie où il y a cette non-émancipation parce que on a une dette. On parle beaucoup de ça dans la psychogénéalogie, la dette familiale qu'on peut avoir envers ses parents, en fait. Oui. Oui. Donc, je dirais que comment faire une fois adulte, alors, très facile de dire comme ça, mais être libre d'être soi-même. Voilà, être libre, c'est pas facile, ça, être libre d'être soi-même. Alors, déjà, il faut déjà se connaître. On repart aussi dans la question identitaire, qui je suis face à moi-même, qui je suis dans mon cercle familial, qui je suis par rapport à mes parents. Mmh. Et, euh, et cette liberté, il faut l'assumer. Voilà, il faut ça. En fait, je dirais que comment la faire entendre une fois adulte, ça va être quelque chose qui peut être tellement facile pour d'autres et tellement difficile. C'est un mot en 3 lettres, c'est savoir dire non. Mmh. Savoir dire non, mais c'est quelque chose, hein, de savoir dire non. C'est tout un art, C'est pas si facile que tout ça. un art. Et puis, comme tu dis, c'est un art, il faut savoir le dire en plus. Il faut savoir le dire sans dire le mot non souvent. Vis-à-vis des parents. Donc c'est pas facile. Là, je parle de situation familiale entre guillemets normale. On n'est pas dans des parents toxiques, des relations toxiques. Non. Une relation familiale normale dans le sens, enfin normale dans le sens où ce qu'on peut rencontrer avec les patients, ce sont un peu, par exemple, les mères assez envahissantes, les belles-mères assez envahissantes, soit dans l'éducation des enfants, soit dans le fait de les rendre visite, le fait d'imposer leur visite, etc. Mmh. Dans ce style de relation. Mmh. Ou alors des parents qui vous ont toujours étiqueté, bah tu feras ça, t'es pas capable de faire ça, qui vont critiquer vos choix, qui vont anticiper. Ils ont déjà vu le film, ils ont déjà tout vu, le scénario, ils savent déjà comment ça va se terminer. Vous n'avez même pas encore commencé votre projet. Euh, et vous avez déjà essayé tout au long de votre vie. Ce sont des parents qui vont écouter mais qui ne vont pas entendre. Oui, la nuance est vraie. Donc Tout à fait, oui, oui. voilà. Donc ce style de fonctionnement, j'ai envie de vous dire, ne vous attendez pas en fait à ce que y ait une fin hollywoodienne, c'est-à-dire que ils vont vous comprendre et ça va aller. Non, on peut avoir des améliorations dans la relation, mais il faut accepter aussi que vos parents ne vont pas forcément changer comme vous le voulez en fait. Mmh. Et finalement, vous dites les choses, mais rien ne change. Mais vous avez changé, vous avez cheminé. C'est ça qu'il faudra voir dans ce voyage en fait. Exactement. Mais la personne ne va pas forcément cheminer comme vous le voudrez. Donc ça, il faut en être conscient, de se dire, bah voilà, allez, guerrière, je dis les choses, et finalement, vous n'avez pas la victoire que vous aviez espérée. Ça, il faut en être conscient pour ne pas être déçu et ne pas s'en vouloir, en fait, d'avoir fait tout ce chemin-là, parce que vous, en tout cas, vous aurez changé. Donc, de toute façon, là, je reprends un peu les termes de la systémie familiale. Dès qu'un élément change, le système change. Donc, comme vous aurez changé, évolué, il y a des choses qui vont quand même évoluer. Même si vos parents, ben voilà, comme on dit, on se refait pas, ils auront certainement toujours des remarques, des discours que vous avez maintes et maintes fois entendus, mais vous aurez évolué. Je dirais aussi, pour des situations beaucoup plus pesantes et difficiles à vivre, Mmh. qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner par Oui. un thérapeute, soit par un coach, un psychologue, la personne avec qui vous êtes en confiance. Parce que des fois, il faut quelqu'un de neutre, Mmh. quelqu'un qui va vous aider à prendre du recul, C'est ça. parce il y a des situations où bah déjà vous êtes pris dans vos affects avec vos parents, vos amis, ils ont aussi un autre point de vue. Donc des fois, c'est bien, si on peut, hein, de se faire aider par quelqu'un d'extérieur. Oui. Alors, bien sûr, il faut honorer ses parents, il faut les respecter, mais quand la relation est abusive et toxique, il faut vraiment prendre du recul et on ne peut pas se laisser kidnapper dans quelque chose de malsain. Effectivement. Là, je vais citer ma chère maman qui disait on n'est pas le paillasson de quelqu'un. C'est joliment On dit. est un être humain, on n'est pas le punching ball de quelqu'un, que ce soit son père, sa mère, son mari, peu importe. On a de la valeur, on est un individu plein et entier avec des droits
Et on a le droit aussi d'être respecté. Même si votre parent vous a donné la vie, a fait ci, a fait ça pour vous. Donc oui, oui et non, on doit des choses à ses parents. Bien sûr, c'est bien quand l'amour est là, le respect est là et tout ça. Mais tu sais bien, Kelly, que bah, malheureusement, la vie, c'est pas Hollywood. Et il y a des parents défaillants, il y a des parents maltraitants, Hélas. il y a des parents violents, il y a des parents toxiques. Bah, il faut s'en détacher. On peut pas, et il ne faut certainement pas culpabiliser. C'est pour ça que je vous dis, ce travail-là, c'est bien de se faire accompagner parce que c'est pas évident de tourner le dos des fois. Pas tourner le dos pour faire du mal à l'autre, mais tourner le dos pour prendre soin de soi. Exactement, tout à fait. Parce que c'est pas une vie de subir une relation, surtout une fois adulte. Parce qu'une fois adulte, vous avez votre vie d'adulte, vous avez vos enfants, et on sait très bien que les souffrances familiales se transmettent. Et c'est important de le souligner parce que c'est parfois oublié ou mis de côté. Cette souffrance familiale est vraiment réelle. Alors, en préparant l'émission, j'ai trouvé une citation d'Alain Braconnier Oui, qui dit qu'un être humain accompli n'est pas un être effacé et aligné. C'est quelqu'un qui s'exprime avec un sens de ses droits. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons avoir en tête, en fait. mmh, Voilà, on n'est pas sur Terre pour être assujetti. Alors, bon, je vais pas tomber non plus dans un discours politique ou d'un discours philosophique, merci mais Marianne. dans le sens où on doit se sentir libre de dire les choses, en fait. Je pense que beaucoup de choses peuvent se dire du moment qu'on y met le ton, la bonne intonation et qu'on choisit le bon timing, en fait. Mmh, Et ça, peu importe la religion, l'origine, ce qu'on a vécu. Je pense que le minimum de liberté, en fait, c'est ça. exactement. Ça devrait être ça. Ça ne l'est pas forcément, mais ça devrait, en fait. Mmh, Et en tout cas, au sein de sa famille, ça devrait l'être. Parce que là, vraiment, on parle de la famille. Bien sûr, de temps en temps, on se force des fois pour faire plaisir à quelqu'un, etc. Mais quand c'est systématique et que vous n'avez pas forcément le retour de la personne, ou que la personne n'entend pas, en fait, que vous n'avez pas forcément envie, même si l'enfant devenu adulte ne vous dit pas non, vous pouvez voir normalement au bout de tant d'années que vous vous connaissez que la personne n'est pas forcément très enthousiaste. Il y a le langage non verbal aussi. bien sûr, Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, il n'est jamais trop tard. Il n'est heureusement. jamais trop tard pour inverser la tendance, hein. Mmh. Justement dans ce que tu expliques, tu mets en évidence les comportements toxiques, dans la relation parent-enfant. Pourrais-tu nous partager quelques caractéristiques d'une relation parent-enfant qui tend vers la santé et l'équilibre une fois l'enfant devenu adulte? Alors, je pense qu'il y en a certainement d'autres, hein, mais moi j'en ai listé quelques-uns. Oui, Je dirais qu'il y a une abolition de la domination ou de l'autorité des parents vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, dans l'enfance, dans l'adolescence, même si à l'adolescence les rapports commencent à se modifier, il y a une autorité naturelle. tout à fait. Tout ça, quand vous êtes adulte, c'est terminé. Votre mère ou votre père ne peut plus vous dire, je sais pas moi, assieds-toi droit, ou enfin quelque chose qu'on va dire à un enfant de façon péremptoire. On n'est plus dans cette relation-là. Mmh. La relation, même si c'est votre parent, mais vous êtes adulte, donc vous avez, là j'en viens à la deuxième caractéristique, c'est que une relation équilibrée entre un parent et un enfant devenu adulte, c'est que l'enfant adulte, il est censé être autonome, il est censé être indépendant. On n'est plus dans, justement, tu parlais d'individuation, là c'est censé être fait. Mmh. Je ne voudrais pas que les auditeurs se méprennent. Des fois, on a des relations très très proches avec un des deux parents, et très bien. Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui s'appellent très souvent. Mais si vous n'avez pas eu votre mère, vous n'êtes pas censé vous inquiéter parce que vous l'avez pas eu ce jour-là. Oui, je vois ce que tu veux dire par rapport aux relations fusionnelles. Il y a des choses derrière qui expliquent ce fonctionnement-là et donc du coup, je suppose que tu voudrais encourager à pouvoir se poser des questions et peut-être se faire aider? Oui, je pense, parce que si, et d'autant plus quand l'enfant adulte est marié et a une famille. Mmh. Parce que là, on se dit, bah, finalement, la séparation, individuation, elle ne s'est pas faite correctement. Et le cordon n'a pas été coupé. Mmh. Voilà, voilà. Alors, quand on prend son envol, dans le sens où on se met en couple, on se marie avec quelqu'un, bah, vous recréez une nouvelle famille. Alors, bien sûr, les parents sont là, mais ils ne sont plus centraux. Ils sont autour du cercle. Vous formez un nouveau cercle avec quelqu'un.
Donc oui, je pense qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à se détacher du parent pour, pour faire son couple avec le conjoint, en fait. Oui, et Des fois, on parle de couple à trois, hein, je suis désolée, hein, je cite souvent les belles-mères, mais c'est un fait, hein, des belles-mères qui squattent chez la fille tous les jours, des fois qui habitent dans la même ville, tous les jours, elles sont chez la fille. je le fils, oui. D'ailleurs, par rapport à ça, si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a un épisode enregistré avec, Hélène Bourg où on parle de cette relation, de couple et de la place de la famille par rapport au couple. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 44. Je te relaisse la parole, Marianne. D'accord, merci. Alors, je voulais aussi parler de la caractéristique d'une relation équilibrée, c'est aussi la liberté. Ah, c'est important. Voilà, je pense que un enfant adulte avec des relations saines avec ses parents, il doit se sentir libre de faire les choses. Ah oui, Voilà, tout même à si fait. le parent n'approuve pas forcément. Et on peut ne pas approuver quelque chose, même si la chose, elle est bonne, dans le sens, elle est ni illégale, ni anormale, ni toxique. Mmh. Des fois, c'est un point de vue. Mmh. C'est un point de vue. On voit bien, là, je prends l'exemple des études, des parents qui veulent que leur enfant fasse tel type d'études. Alors, des fois, l'enfant suit, puis à 15 ans après, reconversion. C'est ça, Parce que c'est pas ce que l'enfant voulait, mais il n'y a pas de problème. On n'est pas en exactement. train de faire quelque chose de... Du moment que c'est pas... Après, selon votre échelle de valeur, du moment que c'est pas illégal, du moment que c'est pas quelque chose qui nuit à quelqu'un, il faut pas s'empêcher de le faire parce que vos parents ne sont pas d'accord. Et ça, c'est pas si facile à assumer malheureusement parce que on veut pas décevoir. On a parlé un peu des dettes familiales, Ouais. mais c'est ça, on rentre là-dedans, hein. Effectivement, accepter de faire sa propre histoire et de ne pas être dans le prolongement de l'histoire des parents, c'est Voilà, pas c'est évident, ça. c'est pas évident. Alors j'ai justement par rapport à la liberté, j'ai trouvé aussi en préparant l'émission, se libérer ne veut pas dire ne plus aimer. Voilà, il faut Très vraiment être joli. conscient que c'est pas parce que je fais ça que je suis en train de trahir mes parents, enfin que les parents comprennent ça aussi en fait. Je pense que l'un des signes aussi d'une relation équilibrée, c'est quand nous enfants devenus adultes, on a fait ce travail de pardonner à nos parents de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Je Mmh. pense vraiment que la clé majeure pour avoir une relation équilibrée avec nos parents, c'est de faire ce travail-là. Et je peux vous dire hein, que c'est pas en une journée. De pardonner ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils n'ont pas pu Oui, de faire. pouvoir faire le deuil du parent, rêvé, du parent Ah idéal. oui, Se dire: «Voilà, oui, oui, j'aurais oui. aimé que mes parents Ça, soient comme ça» et ben non, ils n'ont c'est... pas été comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui demande une maturité déjà personnelle et de prendre du recul. Et ça, pareil, c'est bien si on peut se faire accompagner, c'est bien. Parce que des fois, c'est pas si évident que ça. Et puis des fois, c'est vrai que moi, je suis passionnée de psychogénéalogie, Oui, mais des fois, en faisant son génogramme, en regardant les histoires familiales, on arrive à mieux comprendre son histoire et à pouvoir justement comprendre ses parents, comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça, comme ci, comme ça, etc. Et on progresse. c'est vrai. Parce que, comme on l'a dit, souvent, nous-mêmes adultes, on est parents. Donc, comme tu l'as dit, des fois, pour casser les répétitions familiales, Mmh. c'est bien de faire ce travail-là. Exactement. Et souvent, en travaillant l'histoire des personnes, on arrive à ce qu'elles aillent mieux, en fait, hein. Quand elles Oui. comprennent qu'elles portent des choses qui ne leur appartiennent pas, on a des résultats, j'aime pas trop parler en termes des évolutions, on va Mmh. dire, dans leur vie, qui sont remarquables. Très juste. Alors, dernière caractéristique, je dirais qu'une relation saine, il y a une absence de culpabilité. Intéressant. Dans le sens, ouais, ma mère m'a appelé pour venir manger, voilà, j'ai pas envie, j'ai la flemme de sortir, je vais lui dire non. Et voilà. Il faudrait arriver, pour les personnes justement qui ont du mal à dire non, à ne pas se sentir coupable, en fait. Là, j'ai pris cet exemple-là, j'ai pris un exemple, voilà, très neutre, pas impliquant émotionnellement, Mmh. mais rien que ça, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre, qui vont y aller forcément. Et donc, cette absence de culpabilité, pareil, ça se travaille, hein, c'est pas en un jour. Mmh. On va voir dans quelques instants quelques clés pour, réussir finalement
accepter d'être en désaccord. Ouais. Parce que, on est d'accord qu'une relation parent-enfant saine implique d'avoir des désaccords, des conflits avec ses parents, sachant qu'on peut être en conflit sans se disputer. Le conflit n'est rien de plus qu'une divergence de point de vue. Pourtant, il est redouté, et notamment lorsqu'il s'agit des parents. Donc justement, Marianne, en quoi le conflit est-il normal et en quoi peut-il être constructif dans la relation avec nos parents? Alors, le conflit est normal parce que nous sommes des individus uniques. Exactement. Et heureusement, des personnes qui sont d'accord sur tout à 100%, il y a un problème pour moi. Ouais. Donc c'est normal de pas être d'accord et ça amène une richesse parce que on entend l'avis des autres, l'autre va avoir des arguments, vous allez avoir des arguments, vous allez réfléchir, vous allez peut-être trouver une solution autre, Mmh. en échangeant et puis c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître en plus en profondeur puisque, l'image qu'on a des parents quand on est enfant, elle se modifie à l'âge adulte puisqu'à l'âge adulte, vous allez avoir des conversations d'adultes avec vos parents. C'est ça. Vous allez pouvoir, connaître leur enfance, connaître des choses que vous n'auriez pas su, avant. C'est ça, là aussi, la richesse d'une relation, c'est qu'on n'a jamais fait le tour de quelqu'un. C'est Jusqu'à vrai. présent, ma mère, elle a 81 ans, j'apprends des choses qu'elle a faites que je n'étais pas au courant. Donc c'est ça la richesse, en fait, c'est de pouvoir, toujours avoir quelque chose à apprendre de l'autre. En fait, le conflit nourrit aussi, hein. Oui, Le conflit peut nourrir une relation aussi. Alors bon, entre conflits, on s'entend, on parle de désaccords sur des opinions, sur la vie, sur la politique, enfin sur des choses de la vie courante. mmh, Mais je pense que c'est sain dans le sens où ça fait partie de la normalité d'une relation. Et heureusement. S'il y a zéro conflit, je pense qu'il y a des non-dits. Parce que ça veut dire que des deux côtés, on tel les désaccords. c'est ça. Et on fait semblant. On est dans une dissimulation, dans une restriction, dans quelque chose qui tend vers le négatif, en fait. Et puis, les avantages à s'affirmer, justement, c'est que on est soi-même, on vit son individualité, on est spontané, on peut satisfaire ses besoins, ce besoin d'être entendu et d'être écouté, hein, c'est un des besoins, quand on reprend, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, il y a ce besoin-là. Mmh. On n'est plus dans les besoins primaires, là, on est dans les besoins un peu plus haut dans la pyramide, mais il y a ce besoin-là. Ça permet de développer son estime et sa confiance en soi. Et puis, en fait, à chaque fois, ça va être de plus en plus facile. Oui, Et puis, justement, parce que vous vous exposez quelque part aussi. Être en conflit, c'est s'exposer, c'est dire ce qu'on pense. L'autre aussi, oui, ben, il y aura moins de conflits puisque vous arriverez à vous connaître mieux aussi. exactement. Donc, ça permet aussi de diminuer les frustrations, les rancœurs, puisqu'on est dans une communication. Même si on est en conflit, on Tout communique. à fait, ça fait partie de la communication. Donc, donc il y a vraiment des avantages finalement. Et oui, et oui. Merci Marianne. Et justement, aurais-tu une clé ou un conseil à partager en bonus pour aider les auditeurs qui fuient le conflit, qui évitent d'être en désaccord avec leurs parents, au risque de faire des choix qui ne leur correspondent pas? Alors, j'ai envie de vous dire, hein, à vous qui m'entendez, courage. Il n'est jamais trop tard. Comme je l'ai redit tout à l'heure, il faut pas vous attendre à une fin hollywoodienne. Tant mieux si tout la relation changera, tant mieux, je vous le souhaite. Mais mon expérience me fait dire que il faut le faire vraiment pour vous sentir mieux. Il faut pas vous mettre dans la tête que vous allez changer vos parents. De toute façon, vous le savez, vos parents, ils sont comme ils sont. Si quelqu'un doit changer, évoluer, c'est vous. Il y a la seule personne qu'on peut faire changer, c'est nous-mêmes, de toute façon, Exactement. finalement. Oui. Donc, je dirais que comme Rome ne s'est pas construite en un jour, pareil, c'est des petites choses. Vous fixez-vous des petits challenges, des petits objectifs. Comme par exemple, bah, votre maman qui vous dit, ah bah tiens, demain, viens. Bah non, vous aviez prévu autre chose. Voilà. Fixez-vous des petits challenges. Et surtout, pour les personnes qui ne savent pas dire non, en fait, proposez des alternatives. Voilà, votre mère vous appelle, ah bah demain, viens, j'ai fait telle chose. Ah bah pourquoi pas dimanche. Ou moi, je peux t'inviter tel jour. Donc, en fait, vous dites non sur le moment, mais vous reportez, en fait, l'invitation. C'est ça. Donc, moi, je vous dirais, pour être plus confortable, pour ne pas avoir à dire ce mot non, proposez une alternative de cette façon-là. Mmh. Faut aussi essayer, alors là, c'est un travail intérieur à faire, essayer de décoder vos propres émotions pour pouvoir après expliquer bah, pourquoi vous avez pas envie de faire telle ou telle chose ou de vous exprimer sur telle et telle chose. Il faut savoir, vous, qu'est-ce que ça vous fait en fait. Quand votre mère vous dit ou votre père,
Ah bah de toute façon, tu seras pas capable de faire ça, donc je vais le faire pour toi. Vous pouvez lui dire, mais maman, j'ai pas 4 ans, maintenant j'ai 30 ans. Essayez de partir dans quelque chose où rester factuel en fait. Mmh. Nos parents nous voient comme, voilà, ils nous ont portés, ils nous ont, comme on dit, on t'a changé les couches, qu'est-ce que tu nous racontes et tout ça. Et vous avez évolué, vous avez, voilà, vous avez grandi, vous avez certainement fait des études, vous travaillez, vous avez des expériences, donc vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exposer, donc forcément, vous n'êtes plus la même que quand vous aviez 4 ans. C'est ça. Donc c'est aussi les mettre en face de bah, vous avez grandi, eux, ils ont vieilli. Les choses, elles doivent changer. Je dirais que pour les personnes qui sont vraiment dans quelque chose qui les fait souffrir, il y a vraiment une souffrance, Oui. je leur dirais que si c'est possible, qu'elles se fassent accompagner dans toute cette démarche d'essayer de modifier leur relation avec leurs parents, Mmh. parce que je pense forcément qu'elles ont de la colère en elles, de l'amertume. Donc on sait que quand on est dans quelque chose de négatif, il y a des études qui ont montré qu'il y a des effets sur la santé. Tout à fait. Alors j'ai plus l'étude et je ne sais plus exactement, mais je sais que se mettre en colère, bah, pendant 2 heures, notre immunité, elle baisse. Mmh. C'est fou ça. Ah oui. Alors imagine quelqu'un qui est en colère tout le temps, quelqu'un qui a de l'amertume. Donc vraiment, je les encourage à vraiment se faire accompagner parce que seules, elles auront du mal à se dépêtrer justement de... Et là, je vais dire un terme assez fort, mais là, on tombe dans de l'emprise. Vraiment, quand on n'est plus soi-même, quand on a peur, quand on se dit que si on parle, la personne va être fâchée, ne plus nous parler, là, on est dans une relation d'emprise, en fait. Et il y a vraiment un grand bénéfice à être accompagné. Un grand merci Marianne pour ces précieux conseils et un grand merci pour ta participation qui risque de se renouveler. Je te le dis maintenant, comme ça c'est fait. Ah, bah, c'est super gentil. En tout cas, merci à toi, Kelly, pour cette opportunité. J'espère que les auditeurs m'auront comprise parce que je n'articule pas toujours. Mais vraiment, je vous invite à visiter votre histoire familiale. C'est passionnant. Ouais, À vous renseigner vraiment sur ce qu'est le génogramme. Et surtout, ne perdez pas espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. Du moment que vous avez envie qu'il y ait du changement, il y en aura. super. Encore merci Marianne. On se dit donc à bientôt. Et ben Kelly, j'étais vraiment ravie de faire ce podcast avec toi. Chers auditeurs, je vous souhaite de belles relations avec vos parents. Merci beaucoup Marianne. Voilà, ce 46e épisode du podcast est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous souhaitez faire appel aux compétences professionnelles de Marianne, donc la professionnelle que vous venez d'écouter, il vous suffit d'en faire la demande par mail à l'adresse que je viens de vous communiquer et je vous transmettrai les coordonnées. Bon, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la rubrique Questions de connexion. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.